Merci. Bon, encore merci, Mélissa, d'avoir accepté l'invitation. On est en train d'enregistrer, moi, plutôt dans le sud de la France et toi, en Australie, actuellement. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ouais, bah c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on essayait de se rencontrer et qu'au final, on attend d'être à l'opposé du monde pour pouvoir y arriver. Donc, c'est assez marrant. Donc, du coup, je m'appelle Mélissa Museau, j'ai 27 ans. On va dire que ce qui me drive dans la vie, c'est plutôt l'envie d'accomplir des projets qui me procurent de la liberté et de l'impact aussi. Je cherche à avoir de l'impact dans les projets que je développe. Ce qui m'a conduit à partir aux États-Unis quand j'étais étudiante. Ensuite, j'ai pu développer une entreprise en France avec certains de mes amis dans la performance sportive. Et depuis peu, du coup, comme tu l'as dit, je suis en Australie pour développer une thèse sur tous les paramètres qui sont liés à la performance plutôt psychologique et mentale chez l'athlète d'endurance. Ok, top. Bah, c'est des sujets de toute façon qu'on va creuser plus en détail. Initialement, au niveau du cursus, tu as fait un cursus traditionnel, STAPS? J'ai fait un cursus traditionnel, mais j'ai vagabondé un petit peu de fac en fac parce que il n'y avait jamais complètement ce qui me correspondait là où j'étais. Donc, j'ai commencé à Valence où j'ai fait une licence entraînement sportif. Après, je suis partie à Grenoble où j'ai fait un master 1 sciences du sport. C'était assez axé recherche, un peu trop recherche à mon goût. Et à cette époque-là, je voulais pas faire de la recherche. Je trouvais que c'était un peu trop ennuyeux. Et après, je suis partie à Chambéry pour travailler sur la conception de produits. Donc là, j'ai compris un petit peu ma douleur parce que c'était plus ingénierie et je suis rentrée vraiment dans le vif du sujet. Et au final, je suis restée que 4 mois parce que c'est le master 2. Et après, en fin de master 2, je suis partie au Kansas, aux États-Unis, pour finir le cursus plus sur de la biomécanique. Donc pareil, biomécanique, c'était pas du tout ce sur quoi j'étais prédisposée parce que c'est la matière que tout le monde redoute en STAPS. Et puis au final, ça s'est très bien passé. Et puis je suis revenue avec, maintenant, je fais un petit peu de tout, un peu de toutes les sciences, on va dire. Ok. Et quel a été le déclic pour toi? Est-ce que ça a été une opportunité? Est-ce que ça a été un changement de mindset par rapport à toutes ces disciplines-là? Alors en fait, c'est vrai que quand j'étais dans la filière plutôt recherche, je trouvais qu'il y avait vraiment pas trop d'applications pratiques et je trouvais ça dommage justement de travailler sur de la recherche pour publier des papiers sans avoir vraiment de lien avec le terrain. Donc après, je voulais concevoir des produits pour aider les athlètes à casser des records. Je suis désolée, je vais avoir peut-être pas mal d'anglicismes, mais je suis en milieu d'une transition anglais-français, là, ça va être compliqué. Euh, et en fait, mon anglais était vraiment terrible à ce moment-là. Et je savais que si je voulais rejoindre des grandes compagnies pour pouvoir développer des produits, il fallait que je devienne bilingue. Et c'est justement ce qui avait pêché sur ma sélection en stage de Master 2, c'est que j'étais pas du tout à l'aise avec l'anglais. Donc c'est pour ça que je suis partie aux États-Unis pour devenir bilingue en anglais. Et une fois là-bas, c'est vrai qu'il y avait un petit peu le mindset américain, le American Dream de si tu veux, tu peux. Enfin voilà, donc j'ai fini par me dire finalement développer ma propre compagnie, ça me permettra peut-être d'avoir plus d'impact dans le monde du sport. Et c'est comme ça qu'en rentrant, je me suis dit bon allez, je me lance là-dedans. On était deux au départ. Donc, il y avait Jonas qui était un de mes copains de STAPS qui avait eu une expérience au Canada, qui avait vécu un peu la même chose que moi, où le sport a une place prédominante, contrairement à ce qu'on peut avoir en France dans le cursus universitaire. Et on s'est dit, bon, voilà, il faut qu'on reproduise ce qu'on a vécu là-bas, c'est-à-dire l'utilisation de la donnée dans le sport et qu'on en crée une entreprise. Ce qu'on a fait. Et c'est vrai qu'au départ, moi, j'avais un intérêt assez fort sur tout ce qui était psychologie du sport. Sauf que je suis partie aux États-Unis avec une opportunité sur de la biomécanique. Donc, je me suis dit, bon, je la prends. Là-bas, j'ai eu l'opportunité de développer des bilans qui permettaient aux entraîneurs de mieux comprendre, si tu veux, les points de travail, mettre en place des recommandations spécifiques. Donc, comment en fait rendre simple des données compliquées de performance pour les rendre applicables à l'entraînement. C'était un peu mon travail, donc ça.
C'était pas de la psychologie, mais c'était C'est le rôle d'un sport scientist, entre guillemets, de savoir transmettre des ouais, informations compliquées, vulgarisées. ouais, complètement. Donc, c'est pas forcément pour ça qu'ils m'ont embauché, parce qu'il y avait des rapports qui sortaient tout seuls de la machine, mais je les trouvais beaucoup trop compliqués pour l'entraîneur. Donc, j'avais redesigné un petit peu ça. Et en rentrant en France, au final, Jonas, lui, s'occupait de la partie physio, parce que c'était vraiment son truc. Il était entraîneur sur cette partie depuis un moment. Et moi, j'ai raccroché un peu le wagon sur tout ce qui était bioméca, psycho et neurosciences. Donc, en gros, on s'est mis à faire un petit paquet de toutes ces sciences-là. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de choses qui existaient, enfin, il n'y a pas encore énormément de choses qui existent sur la partie cognitive. Et je me trouvais un petit peu impostrice de mettre en place des choses sans avoir vraiment de background scientifique super appuyé. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a fermé l'entreprise, parce qu'au final elle a fini par fermer, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai eu pas mal de propositions, des belles propositions. Et puis au final, je me disais, ben, on n'a peut-être pas fini ce qu'on voulait faire avec Sport Testing, l'entreprise qu'on avait développée. Donc du coup, je me suis dit, bon, et si j'essayais de comprendre un petit peu quels sont les enjeux de demain en termes de performance sportive. Donc je suis partie un peu à la rencontre de différentes personnes qui travaillent dans le milieu du sport, des gens qui travaillent en product development. J'ai eu Adidas en Allemagne, une autre marque avec qui maintenant je travaille, pas mal d'entraîneurs, de coachs, de préparateurs mentaux, d'athlètes. Et au final, j'en suis venue à la conclusion bah, que les paramètres plutôt psycho-neuro allaient peut-être être ce qui ferait changer un petit peu le mindset actuel de la performance. Et c'est ce qui m'a poussée. Donc, je ne sais pas si c'est une opportunité ou si c'est peut-être plus en fait Une une évolution. somme d'opportunités, on va dire, qui a fait que, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a, ouais, c'est plus une histoire et un continuum qui a fait qu'aujourd'hui, je suis en Australie. Alors que je n'avais pas du tout envie de venir en Australie, parce qu'il y a plein de bêtes affreuses comme des araignées, des crocodiles, des, des requins, tout ce que tu veux. Ouais, j'ai vu ça dernièrement que t'expliquais sur comment t'en es arrivé là suite à sur ton post sur LinkedIn. C'est sympa. Et du coup, bah, cette entreprise, est-ce que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui te parlait? Parce qu'au final, tu as lancé ce business et tu t'es retrouvé face à la difficulté en fait de l'entrepreneuriat en Ouais, 2020, quoi, tu qui l'as est dit. compliqué à gérer. Ce qui est compliqué à gérer et encore plus compliqué à gérer, je pense, en 2020, parce que du coup, c'était vraiment l'année crise, cut budgétaire pour tous les clubs. Honnêtement, je pense pas que je me serais lancée si j'avais été seule. C'est là que mon associé a vraiment joué un rôle hyper important. Parce que j'avais cette idée de me dire, OK, j'aimerais créer un laboratoire, mais je me disais, bon, bah, je le ferai quand j'aurai plus d'expérience, quand j'aurai un titre, quand j'aurai quelque chose. Et puis au final, il m'a dit, bah, allez, on n'a rien à perdre maintenant, on vient juste de finir les études, c'est-à-dire qu'on n'a aucun risque, on n'a pas de famille, on n'a pas de maison, on n'a rien à perdre. Et donc Jonas, lui, était intégré à un cursus entrepreneuriat, donc on a comme ça mené de front un peu tous les deux ensemble le développement, lui du business et moi de la partie scientifique. Et puis arrivé à un an et demi après, il a pris une position qui est toujours d'ailleurs au Centre national d'altitude après Manon, donc qui gère encore tout ce qui est la partie physiologique et le suivi scientifique des athlètes. Et là, j'ai récupéré la partie plutôt business, donc qui était complètement nouvelle pour moi parce qu'en STAPS, tu n'apprends pas à gérer bah, une équipe, à gérer des, des fundraising, des levées de fonds. Euh, voilà, toutes ces parties-là, ça a été assez compliqué. Surtout qu'on avait une équipe qui était de 10 personnes, donc ça faisait quand même du monde à gérer, pas mal de pression et surtout un business model qui ne fonctionnait pas, donc du coup c'était assez délicat. Et au final, non, j'étais pas du tout prédisposée à faire ça. Après, j'ai réussi à m'entourer quand même de mentors qui étaient indispensables et qui le sont toujours. C'est-à-dire que je pense que dans des projets aussi gros et ambitieux, si on n'arrive pas à avoir des feedbacks de la part d'autres personnes, on peut vite à la fois foncer dans le mur d'un point de vue business et d'un point de vue personnel. Donc ça m'a pas mal aidé. Et ouais, je pense que c'est comme ça que j'ai fini par me retrouver dans la sphère. C'est génial. Et généralement,
on entend souvent cette question à la fin des podcasts, mais est-ce que tu peux donner des noms sur les mentors du coup qui t'ont permis d'avancer et de te lancer dans ce projet? Ouais, ouais, je pense que même plus généralement, je pense que si je regarde dans toute ma vie, il y a quelques personnes qui ont impacté un peu les décisions que j'ai prises. Premièrement, bah, ça a été mes coachs sportifs quand j'étais gymnaste. Je pense que ma première coach, Nadège Automne, si elle entend ça, c'est elle qui m'a permis un peu de me donner le goût à l'effort et à la résilience et qui fait que même dans mes projets, bah, j'ai eu envie d'aller toujours plus loin, même quand c'était vraiment très dur. Euh, Après, quand je suis partie aux États-Unis, il y a eu Heidi Bell qui, elle, m'a quand tu arrives en tant qu'étudiant et tu développes quelque chose pour un laboratoire, tu ne te dis pas que tu vas pouvoir le commercialiser. Et c'est vraiment quand j'étais là-bas qu'ils m'ont fait comprendre que le talent, je ne sais pas si on peut appeler ça un talent, mais ce que je pouvais produire avait de la valeur, chose que tu n'as pas du tout conscience quand tu es encore étudiant. Donc ça a été vraiment une personne qui a marqué ma vie. Et là, dernièrement, bah, c'est plutôt Julien Coupa et Simon Giraud qui sont tous les deux des mentors qui m'ont suivi dans l'aventure sport testing et qui continuent aujourd'hui à être à mes côtés. Donc Julien, lui, il est à Hong Kong et Simon, il est en France et il travaille en tant que préparateur mental sur des athlètes qui font les Jeux Olympiques, donc vraiment du très haut niveau. Donc on a une approche assez complémentaire à la fois sur le business et sur l'humain. Ok. Euh, du coup, je reste encore sur cette période-là avant d'avancer sur tes projets actuels, mais dans ce moment-là, avec Sport Testing, qui était le nom de la boîte, Ouais. qu'est-ce que vous faisiez à titre d'exemple? Alors, on s'est développé dans un premier but d'apporter aux athlètes des données sur le point de vue physiologique, musculaire, cognitif et psychologique. Donc, on mettait en place des batteries de tests qui étaient spécifiques aux différents sports qu'on touchait. Donc, on était assez large sur ce plan-là. Notamment au début, on touchait tous les sports collectifs, les sports individuels, le tennis, les sports d'endurance, l'aviron, on a fait aussi. Et l'idée, c'était de pouvoir à la fin leur fournir un bilan complet avec des recommandations pratiques sur qu'est-ce qu'il faut appliquer pour pouvoir mettre en place un programme individualisé qui lui permettra de progresser. Et donc, ça a conduit à des bilans à la fois individuels et d'équipe. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui se font actuellement, notamment dans les équipes à haut niveau, mais que les sportifs de haut niveau qui ne font pas partie de clubs pro n'ont pas forcément accès. Donc, c'était vraiment la plus-value qu'on apportait. Et le fait de se rendre aussi sur le terrain et non, en fait, faire ces tests en laboratoire était aussi quelque chose qui était au final très demandé. Pas forcément ce qu'on avait prévu de mettre en place. Le Covid nous a un petit peu forcé à se passer sur ce modèle ambulant. Et au final, ça répondait plutôt bien aux demandes, notamment des sports comme le trail, qui avait pour volonté de faire des protocoles bah, vraiment applicatifs dans des terrains beaucoup plus techniques que sur un tapis, comme on pouvait leur proposer habituellement. Et donc, ça a été un petit peu là-dessus qu'on s'est dirigé. Au début, on se focalisait principalement sur tout ce qui était sport professionnel, sphère qui a été assez compliquée à percer, comme j'imagine que tu vois bien de quoi je parle. Après, le sport de haut niveau, non professionnel, lui qui n'avait pas d'argent, donc aussi compliqué à toucher. Et après, on a fini sur le sport plutôt amateur dans tout ce qui était endurance, où là, il y avait de l'argent et un peu moins l'attrait qu'on avait au début sur le sport de haut niveau. Mais il fallait trouver un peu une balance sur tous ces cercles de sport sportifs. Ouais, c'est génial. Et du coup, orienté plus sur les sports d'endurance, ça va forcément me faire avancer sur un des, je pense, projets les plus ambitieux que vous aviez mené avec Sport Testing, Endless Project, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce Tu t'es que bien renseigné. j'ai trouvé cette, je peux appeler ça une aventure hein, géniale. Est-ce que tu peux raconter en quelques mots en quoi ça consistait? Ouais, c'était vraiment, je crois, le projet qui m'a le plus tenu à cœur. Et donc, on a été hyper contents de pouvoir mettre ça en place, notamment pendant la période Covid. Donc, l'objectif, c'était de mettre sur une ligne de départ 14 coureurs qui devaient suivre l'allure du record du monde du 100 km, qui était 16,2 km/h, il me semble, le plus longtemps possible. Donc, on avait mis en place une batterie de tests avant sur les facteurs physiologiques, psychologiques et cognitifs
pendant, on avait mis en place du monitoring, donc c'est-à-dire qu'on traquait tout ce qui était niveau de glucose, on essayait plus ou moins de suivre l'hydratation. On a également, au moment de l'arrêt de l'athlète, on traquait tout ce qui était perte de poids. Donc, on avait mesuré le poids avant et après, et tout ce qui était aussi sensation d'effort. Et ensuite, on traquait également tout ce qui était HRV pour essayer de définir l'impact physiologique et le stress que la course avait impacté l'athlète. Et ça avait été vraiment un super projet parce qu'on a pu mettre aussi en lumière le fait que en fait, la partie aussi cognitive est quelque chose d'assez important dans le sport, notamment dans les sports d'endurance, chose qu'on avait encore peu vue, je pense, notamment sur la sphère publique, parce qu'on a eu la chance d'avoir quand même le Sport Dauphinois, qui est une chaîne dans la région qui quand même relaye pas mal de choses au niveau du sport, qui nous a suivis en direct. Donc ça nous a permis de mettre un peu de lumière sur ces paramètres un peu oubliés. Ouais, c'est top. Au niveau cognitif, du coup, sur le plan cognitif, quel test vous faisiez? Alors, on a mis en place différents tests. Donc, je vais te parler aussi des tests psycho parce que ça rentre un petit peu, ça se chevauche là-dessus. Donc, on avait mis en place un profil of mood state, donc en fait, ce qui se définit comme un état d'humeur. Donc, on avait mesuré 2 semaines avant et le jour avant la course. Et donc, en fait, il semblerait qu'il existe un profil optimal de performance où tu vas avoir des états, tout ce qui est au niveau de la dépression, de la fatigue, de la colère qui sont assez bas et un pic de vigueur important. Et donc, on essayait de corréler ce genre de profil aux performances. Et c'est vrai qu'on a trouvé des résultats assez intéressants sur les premiers à s'être arrêtés, qui avaient un profil plutôt assez aplati, donc ce qui est en général pas forcément très favorable à la performance. Et les derniers à s'être arrêtés, aussi bien masculin qu'au féminin, avec des pics de vigueur assez importants et des scores très bas sur tout ce qui était dépression, fatigue, anxiété. Donc quelque chose de favorable à la performance. Donc, sur une approche vraiment très individualisée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'intérêt à faire des moyennes comme on peut le voir dans la recherche, mais vraiment des résultats poussés un à un sur chacun des résultats. Ça, c'était le premier test qu'on a mis en place. Après, on a cherché à gratter un peu autour du concept de résistance mentale. Donc là, pareil, c'était encore un questionnaire qu'on a mis en place. On reviendra peut-être après sur ma vision des questionnaires, sur la partie mesures psychologiques. Sur la partie plus cognitive, on a mis en place des tests où en fait l'athlète avait pendant 30 minutes un test hyper complexe qui s'appelle le Stroop test. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, ouais. Euh, ouais. Globalement, c'est que tu as un mot, par exemple bleu, qui est écrit en couleur rouge et il faut que tu donnes le nom de la couleur que tu lis Ouais. et non que tu vois. Ou inversement, ça dépend des situations. Donc pendant 30 minutes, c'est quand même très frustrant de répondre à cette question et en général, on a un niveau assez élevé de frustration. Et après ça, donc tu as une échelle qui s'appelle la NASA TLX qui a été développée par la NASA pour tout ce qui est mesurer les charges cognitives et physiques. Et il y a un score de frustration en général qui est alloué à cette tâche. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des spécimens, je vais les appeler comme ça, qui n'avaient pas forcément de sensation de frustration très élevée. Et en général, ces personnes présentent des performances, notamment sur les longues distances, assez impressionnantes. Du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à gratter. Il n'y avait encore rien de validé. C'est vraiment plus une intuition scientifique en me disant, bah voilà, il y a des choses comme ça qui existent. Est-ce qu'on n'essayerait pas de voir s'il y a des corrélations avec la performance? Et ce qui nous a montré qu'en effet, on pouvait avoir des profils cognitifs assez spéciaux qui pourraient être liés à la performance. Donc ça, c'était le dernier test cognitif qu'on a mis en place et celui sur lequel je travaille encore aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à creuser. Ok. Est-ce que quand tu parles de résistance face à la frustration, on peut utiliser le mot résilience, par exemple? Euh, Pas exactement. Donc en fait, sur cette échelle, c'était vraiment juste quel degré de frustration as-tu ressenti pendant la tâche que tu as exécutée. Donc il fallait juste mettre un curseur de 0 à 100. Alors que la résilience, je ne suis plus experte sur le sujet, mais il me semble, 3 items principaux qui vont être liés à l'estime de soi, la confiance en soi
et la perception, je dirais des bêtises si j'irais plus loin. Donc, c'est vraiment trois items spécifiques qui sont mesurés différemment avec un questionnaire qui valide avec plusieurs questions. Donc, c'est pas la même chose. Ok. C'est pas du Donc, tout. faudra aller creuser Boris Cyrulnik et la résilience si on veut. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est globalement tout ce qui est un avantage concurrentiel que tu peux déployer euh, face à tes adversaires qui te permet en fait de te démarquer globalement. Ok. Je reviens du coup à ce que tu as évoqué juste avant, la problématique par rapport au questionnaire. Il y a sûrement des Ouais. biais du coup dans l'interprétation de ce que tu m'as fait comprendre. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses en fait par rapport au questionnaire, moi qui m'interpelle. Donc, on est intervenu notamment sur un pôle de hand sur justement l'utilisation des habiletés psychologiques dans le milieu sportif sur une session de recrutement. Donc, en gros, ils voulaient mettre en place une batterie de tests pour pouvoir recruter des joueurs. Donc, dans ce cadre-là, c'est hyper délicat de mettre en place des tests, notamment psychologiques, sachant que les joueurs sont au courant qu'il va y avoir après un recrutement sur ces données-là. Donc, forcément, tu peux chercher à ne pas répondre à ce que tu es vraiment, mais plus ce que tu penses que les recruteurs vont chercher. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt évident. Après, si tu es vraiment honnête avec l'athlète et qu'il est aussi dans une démarche honnête pour pouvoir mettre en place des choses qui sont vraiment euh, dans une stratégie de performance et d'optimisation à long terme. Donc là, il va répondre à la question un peu plus, de façon un peu plus objective, on va dire. Mais ça reste une mesure subjective, donc c'est-à-dire une perception et non un monitoring d'un état, comme on pourrait l'avoir sur de la biomécanique ou sur de la physiologie. Et c'est là où l'interprétation est assez compliquée. Donc, comment tu vas pouvoir dire à un athlète, on va travailler sur cet aspect si c'est juste une perception et si on n'a pas de données pour pouvoir s'appuyer dessus. Donc, ça, c'est un petit peu ma problématique et c'est l'idée aussi de ne pas pouvoir monitorer un état, c'est-à-dire de pouvoir avoir une mesure en continu euh, qui, je trouve, manque un petit peu à l'aspect neurocognitif. Euh, je sais qu'il y a pas mal de... Enfin, tous les questionnaires en général sont validés scientifiquement et qu'il y a que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Mais je pense que l'intérêt d'avoir un complément objectif n'est pas à démontrer dans le sens où notamment les coachs ont du mal à accepter ce genre de données. Même l'intervention d'un prépa mental est assez encore un peu controversée. Le fait d'avoir des données sur lesquelles s'appuyer pourrait être quelque chose d'intéressant pour arriver à faire émerger cette idée que l'athlète n'est pas juste un ensemble de muscles et d'os qui bougent, mais vraiment un humain qui a aussi des émotions. Donc, comment on va réussir à les comprendre d'une façon un peu plus poussée que ce que l'athlète va pouvoir nous le dire. Et il y a aussi l'idée que l'athlète n'est peut-être pas éduqué à à ressentir ses émotions à lui, ce qu'on appelle un peu plus l'interoception. Comment il va réussir à évaluer quelque chose qu'il ressent s'il n'est pas habitué à l'évaluer. Je ne sais pas si tu suis jusque-là, mais c'est la partie un petit peu biaisée, à mon sens, aussi des questionnaires. Je pense que c'est quand même, tu évoques là une certaine limite où sur toutes les évaluations de perception, euh, il y a quand même un manque d'objectivité, c'est-à-dire que même si on prend la mesure de charge interne via le RPE, tu vois, de Borg typiquement, qu'on peut retrouver dans plein de sports, c'est validé depuis des années, c'est ancré dans l'utilisation générale, et pourtant, on a quand même ce biais-là en se disant, voilà, tel joueur, il a envie de jouer le match qui arrive dans 3 jours, ben, il va noter que la séance était facile pour montrer au coach qu'il n'est pas fatigué. Voilà, donc on peut toujours forcément manipuler à partir du moment où on joue sur la perception, tu as raison. Mais ça peut être un outil hyper fort, mais comme on est sur de l'humain, il faut savoir le manager. Ouais. Exact. Euh, Est-ce que tu retrouves des différences? C'est une question que j'avais posée à mon précédent intervenant sur le podcast, des différences en termes sur les différents pays par lesquels tu es passé, sur ces qualités, notamment les évaluations mentales. Est-ce que tu vois des différences sur les populations et sur les athlètes que tu as touchés?
C'est une bonne question. Je t'avouerai que quand j'étais aux États-Unis, j'étais pas réellement intégrée au circuit, on va dire vraiment en contact avec l'athlète et le coach, de la même façon que je l'ai été en France et en Australie. Et je pense que j'avais pas une vision assez critique. J'étais encore étudiante à ce moment-là, donc je pourrais pas donner un avis, on va dire, très objectif en tant que praticienne sur le territoire américain. Ce que je peux voir, c'est que pour le coup, ils utilisent beaucoup plus de la donnée pour pouvoir adapter l'entraînement, chose qu'on fait beaucoup moins en France. Et j'avais été assez impressionnée, notamment sur l'exemple que m'avait donné Jonas, avec qui j'avais cofondé Sport Testing, sur le fait qu'il y avait eu l'équipe de patinage chinoise, il me semble, qui venait tous les mois, ils faisaient des tests et ils ajustaient les protocoles d'entraînement pour pouvoir trouver l'entraînement qui serait le plus adapté pour les Jeux olympiques de 3, 4 ans plus tard. Et j'avais trouvé ça incroyable de me dire que on pouvait fonctionner comme ça sur un modèle, à aller comprendre et apprendre comment l'individu fonctionne, comment, enfin, quelle est un petit peu la recette qui va le faire gagner pour pouvoir l'appliquer. Donc, il n'y a pas forcément une approche un peu psycho là-dedans, mais il y a une approche de je vais comprendre ce qui fonctionne pour cet athlète-là, qui peut quand même s'approcher à de l'humain, qu'on oublie un petit peu dans cette quête de performance parfois. Sur l'Australie, je pense que c'est un des pays les plus en avance avec le Canada sur tout ce qui est aspect psychologique et pas que forcément dans le milieu du sport. Là, par exemple, même dans le milieu universitaire, il y a beaucoup de soutien sur tous les aspects burn-out, dépression que les étudiants pourraient avoir, que j'avoue n'avoir jamais entendu parler quand j'étais en fac en France. Je pensais honnêtement que le modèle australien était beaucoup plus proche du modèle américain que ce qu'il ne l'est vraiment. C'est-à-dire qu'au final, en Australie, ils ont mis beaucoup de moyens en place pour pouvoir faire progresser le sport et être une des meilleures nations quand il y a eu les Jeux olympiques de Sydney, donc en 2000. Chose que les Anglais ont fait pareil, hein. Je pense que pour les Jeux de Londres en 2012, il y a eu un gros essor de la data en UK. Le problème, c'est que les Jeux de 2000, c'était il y a maintenant 23 ans. Et depuis, il n'y a pas eu énormément de moyens qui ont été alloués à la performance. Et donc, en fait, le modèle est en train de chuter. Et j'étais assez déçue quand je suis allée visiter l'Australian Institute of Sport comparativement à l'INSEP. Je pense qu'à l'INSEP, on a vraiment rien à envier en termes d'infrastructure et de suivi aux Australiens parce qu'ils sont vraiment en train de perdre de leur qualité. Et là, il y a quand même l'avantage d'avoir Brisbane 2032, si je ne me trompe pas, qui arrive, où là, on est un petit peu dans une phase où ils se disent, est-ce qu'il va y avoir un réinvestissement de l'argent et du gouvernement qui va nous permettre de rester une nation leader dans la natation, par exemple, ou est-ce que en fait l'Australie va disparaître des nations performantes en termes de sport? C'est un petit peu la vision que j'ai, dans le sens où il n'y a pas tout ce qui est sport universitaire comme tu peux l'avoir aux États-Unis. Donc, pas de moyens qui est alloué par des privés, comme ça pourrait être le cas aux États-Unis. Et donc aussi beaucoup moins d'enjeux, notamment sur le sport, beaucoup moins de soutien, on va dire, sur... il y a beaucoup de monnaie beaucoup d'argent qui est investi aux États-Unis de la part des parents pour pouvoir permettre à leurs enfants de performer, parce qu'ils savent qu'ils vont y avoir des bourses scolaires qui vont être attribuées, donc accès à de l'éducation derrière tout ça. Alors qu'en Australie, c'est complètement divisé. Le sport, il est géré un peu comme à la française avec des clubs, donc plutôt sur un modèle amateur et des clubs professionnels comme on peut l'avoir sur le foot, le rugby et tout ça. Ah Donc ouais, sur l'aspect mental, ça ne te répond pas forcément directement à l'aspect mental, mais je suis là que depuis 2 mois, donc j'ai pas eu l'occasion de parler vraiment avec tous les préparateurs mentaux, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose beaucoup plus pris en compte de façon générale qu'en France. Et j'espère que la France va finir par attraper le wagon. ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose ouais, qui reste maintenant en plus dans la pensée courante de se dire que en fait le mental en France c'est quelque chose de je sais pas de tabou ou quelque chose qu'on veut pas creuser comparativement à d'autres pays. Tu dis aux États-Unis on a
cette étiquette de l'athlète ou des fédérations qui bossent, qui font du travail neuromusculaire, qui font du travail en salle, qui développent à, à leur maximum le côté athlétique, mais ils prennent en compte aussi les différents pays, l'importance de ce facteur mental. Et ça, tu le vois bien. Je sais que j'avais fait une petite recherche sur Internet où j'avais tapé mental health ou prépa mentale sur Google Trends. Et tu voyais que vraiment les pays, Canada, Australie, ils dominaient sur ce genre de sujet. Et que la France, elle était mais à la ramasse. C'était assez marrant. Même quand je le tapais en français, eh ben, c'était quand même d'autres pays qui sortaient devant la France. Donc je me disais, c'est dingue. Donc, Ouais. ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de travail. Le sujet du tabou, en fait, oui et non, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de sportifs qui parlent de ça. Donc, ce qui fait qu'on en parle beaucoup. Après, quand il y a eu un athlète qui s'est révélé en burn-out ou qu'il y a eu un passage post-olympique un peu compliqué, on en parle, et après, plus rien. On en parle, plus rien. Et j'ai l'impression que ouais, ça fait du buzz, ça fait du bruit, mais il n'y a pas en fait le système qui est construit derrière qui permet de mettre en place quelque chose qui va nous permettre d'aller vers une performance durable qui évitera ces choses-là. C'est juste on en est encore à la phase de ah bah voilà ce qui se passe, tiens c'est marrant, il y a des problèmes au niveau de la santé mentale et voilà, c'est tout. Il n'y a Mm. pas d'application derrière, j'ai l'impression. Tu as partagé il y a quelques temps, en l'expliquant sur les réseaux, un documentaire sur la santé mentale d'ailleurs, des athlètes. Ouais. Quel impact cette vidéo, ce documentaire, il a eu sur ce que tu fais actuellement? Donc c'est un documentaire qui a été, je ne sais pas s'il a été dirigé, mais globalement la voix qui parle, c'est Michael Phelps. Donc il parle notamment de toute la partie santé mentale dans le sport de très haut niveau. Euh, J'avoue que ma vision de la performance a pas mal changé après sport testing, c'est-à-dire qu'on a pas mal travaillé à mettre en place des données pour pouvoir permettre à l'athlète de devenir plus performant. Et maintenant, je suis en train de réfléchir à me dire, est-ce que au final, tout ce système de quête à la performance n'est pas en train de pousser l'athlète à aller dans cette zone un petit peu rouge de la santé mentale, et c'est ce qui conduit à en fait traiter les athlètes comme des machines et plus des humains, qui fait que ben, au bout d'un moment, bah, ils craquent et ça fonctionne plus. Et donc, ce break post-sport testing m'a permis de me dire, est-ce que en fait, les données pourraient pas être utiles dans un sens où l'athlète se réapproprie sa stratégie de performance et puisse un peu éviter de flirter avec cette limite rouge, ou alors toujours être un petit peu en dessous sans avoir à tomber dans un état de burn-out et de dépression parce qu'il aura été poussé jusqu'au dernier centième possible d'optimisation, ce qui fait que mentalement, après, il craque, c'est-à-dire que derrière tous ces beliefs, ces croyances, ces croyances autour de il faut que l'athlète endure un effort très intense, qu'il endure de la douleur, qu'il ait toujours un niveau de motivation super élevé. No pain, no gain. Euh, Comment derrière ça, tu arrives à faire croire à un athlète qui peut être vulnérable et qui peut avoir aussi des périodes où il est moins en forme, et comment il arrive à gérer ça? Je pense que c'est là où la notion de tabou, elle arrive derrière, c'est-à-dire que on est tellement dans cette idée de l'athlète, c'est un super héros, il doit performer, il doit être vraiment la fenêtre de la société, et donc en fait, il n'a pas le droit à l'erreur, qui craque. Et c'est vrai que ce documentaire, il m'a pas mal touchée parce que je me rendais pas compte vraiment du côté vraiment dark de la performance. Même si au final, on parle de sport de haut niveau, mais après tu regardes dans les performances plutôt business, il y a les mêmes constats, hein. C'est pas parce que les athlètes sont à haut niveau qu'il y a plus de cas de dépression. On a les mêmes cas de dépression dans la sphère commune du travail. Et je pense que tout est lié à la même chose, hein. Mais ouais, d'arriver à se dire qu'il y a quand même des gens qui vont se tuer parce que, ils sont dans cette spirale et ils n'arrivent pas à en parler. Comment on pourrait leur permettre d'avoir quelque chose qui leur permette d'identifier eux-mêmes les signaux rouges avant d'en arriver à cet état-là? C'est un petit peu plus l'idée que j'ai derrière maintenant la performance
plus que voilà, no pain, no gain. On va finir par optimiser tout ce qu'on peut et faire le meilleur athlète possible. Ouais. Donc, surtout se soucier en fait du, du- de l'importance de l'athlète. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais du muscle et des os, mais de l'athlète en tant qu'humain et des pensées et de tout ce que ça va découler. Ouais. C'est génial. Ouais. Et au final, j'étais vachement contente de cette. Je pense que le fait qu'on ait perdu cette entreprise, elle m'a permis d'échanger avec des gens et de me rendre compte que le système est en train de bouger. C'est-à-dire, je disais juste avant qu'avec Adidas, j'ai pu échanger avec l'équipe Future, donc en gros ceux qui sont en train de réfléchir au monde de 2030. Et ils sont justement un petit peu dans ce changement, comment on considère le joueur en tant qu'humain avant tout. Donc j'étais super contente de me dire que des grosses marques qui au final sont un peu ceux qui vont faire changer les choses, parce que si tu n'as pas le support, le soutien de ceux qui maîtrisent un petit peu l'argent, donc qui payent les athlètes, les joueurs, il n'y a pas de changements qui vont opérer. Donc, de se dire qu'il y a peut-être des grosses marques qui vont suivre là-dessus, si ce n'est pas les fédérations, mais c'est les sponsors, peut-être que ça va faire avancer et changer un petit peu cette vision de la performance. Donc, je trouve ça cool qu'ils se soient posé la question. Dommage qu'ils n'ont pas fini par rejoindre le projet, mais j'en ai trouvé une marque qui est peut-être plus en accord avec cette vision. Donc au final, c'est un mal pour un bien, on va dire. Ok. Tu peux en parler de la marque ou c'est... Alors le contrat est encore pas signé, mais là je pense que depuis août 2022, on est vraiment sur le sujet, donc ça devrait finir par sortir. J'ai acheté les chaussures aujourd'hui, donc je pense que je peux en parler. C'est donc la marque suisse On Running, qu'on a vu pas mal avec notamment sur le tennis, Roger Federer, ils ont sorti des chaussures à son effigie. Les chaussures aussi recyclées qu'ils ont mis en place. Et donc là, ça y est, on est en train de signer le contrat avec On Running. Euh, d'un côté, moi, je trouve ça super cool dans le sens où bah, je suis passionnée de sport, d'avoir une marque à nos côtés, c'est sympa. Mais surtout pour ce que je disais, d'avoir le soutien d'une marque, ça me fait croire qu'il pourrait y avoir un changement un peu plus que en dehors de ce que je vais pouvoir publier, mais un vrai changement sur comment les athlètes vont être pris en charge, comment on va pouvoir ouais, juste changer cette vision de no pain, no gain vers quelque chose d'un peu plus intelligent pour pouvoir aller dans une performance plus euh, long terme. Non. Hum, Du coup, Mélissa, est-ce que tu peux continuer en nous expliquant un peu tes missions actuellement là, et ce que tu fais dans ton projet de thèse du coup? Ouais. Donc comme je t'expliquais, donc chez Sport Testing, on avait vraiment mis en place tout ce qui était notamment sur la partie physiologique et musculaire d'une façon très reliable par rapport à ce qui se faisait dans la littérature et ce qui se fait notamment dans les centres de prépa physique. Sur tout ce qui est partie cognitive, c'était un peu plus des expérimentations. Donc mon envie, c'est premièrement de mettre en place un profilage aussi poussé de ce qu'on pouvait mettre en place, par exemple, sur du VO2 max. Et donc, aujourd'hui, ce sur quoi je vais travailler, on en parlait tout à l'heure, c'était le RPE de Borg. Ce que j'aimerais mettre en place, c'est une façon de monitorer cette perception d'effort en continu. Et donc ça, je vais pouvoir, espérons, le mettre en place grâce à un monitoring de l'activité cérébrale et donc plus précisément de certaines zones dans le cerveau qui sont liées à tout ce qui est perception d'effort. Donc, on va utiliser notamment la fatigue mentale pour pouvoir identifier un pattern qui fait que l'athlète va s'arrêter au bout d'un moment. Donc, normalement, le test classique physiologique, c'est un test incrémental. Donc, on le fait partir à, imaginons, 12 km/h. Il court toutes les minutes, on incrémente l'allure de 0,5 km/h et puis il s'arrête quand il n'en peut plus. Et en fait, le construit scientifique qui explique l'arrêt de l'effort, c'est le rôle du cerveau qui va prévenir d'un événement catastrophique qui pourrait conduire à la mort du sujet par un arrêt, un signal cérébral qui dit j'arrête. Et donc, ce qu'on va essayer de mesurer, c'est ce signal cérébral avec notamment l'utilisation de la fatigue mentale pour identifier quand est-ce que le signal
est relié à l'arrêt de l'effort. Donc, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais globalement, en fait, il va y avoir deux conditions où, premièrement, l'athlète va faire un test incrémental classique. On va identifier les signaux cérébraux, les signaux physiologiques au moment de l'arrêt de l'effort. Et normalement, avec on appelle ça un RPE, un modulateur de RPE, donc la fatigue mentale, mais ça pourrait être aussi d'autres choses comme la caféine qui permet d'augmenter la performance en justement jouant sur cette perception d'effort. Ça pourrait être, je sais pas, la chaleur qui va rendre l'effort plus difficile. On a choisi la fatigue mentale parce que c'était le domaine de prédilection du laboratoire pour en fait raccourcir cette performance. Donc logiquement, l'athlète va performer moins bien. Par contre, on s'attend à ce qu'il y ait le même signal cérébral qui arrive à ce moment-là de l'effort. Et donc on va identifier grâce à des outils comme on appelle ça l'EEG et l'oxygénation cérébrale. Ok, J'espère que je t'ai pas perdu. ça semble assez complexe, mais disons que je pense que, enfin, moi j'ai compris l'idée, ça m'intéresse. En fait, c'est ça, c'est essayer de creuser en fait et d'aller chercher dans la boîte noire euh, le système de protection à partir du moment où le corps se met en protection par rapport à l'arrêt de l'effort. Et du coup, c'est une des questions en fait qui semble difficile à répondre, mais à partir du moment où on s'arrête, est-ce que c'est lié au physique et aux capacités physiologiques, et est-ce que c'est lié plutôt, du coup, dans ce que tu es en train de nous dire, au facteur mental qui initie en fait l'arrêt? En fait, ce qui se passe dans notre cerveau quand on s'engage dans une action, c'est qu'il y a un système qui va peser le poids de l'effort dans lequel on est engagé et la motivation qu'on a à soutenir ces efforts-là. Et donc, en fait, plus on va fatiguer, plus le poids de l'effort va être important. Et donc, plus il va falloir de la motivation. Donc, ça pourrait être, imaginons que tu commences à fatiguer, je te dis, si tu finis la course, je te donne 1 000 $ à la fin de l'arrivée. Peut-être que là, tu vas avoir un peu plus de motivation et donc, du coup, ça va rétablir la balance. Ou alors, peut-être que tout seul, tu vas te dire, bon, allez, enfin, tu vas te mettre un self-talk positif qui va te faire performer et réussir à rétablir cette balance. Si jamais, on va dire, le poids de l'effort est trop important, ton cerveau va choisir une autre action. Donc, il va par exemple soit choisir de ralentir ou d'arrêter l'effort. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe au niveau de la psychologie dans ton cerveau. Et sur ce construit-là, nous, on s'est dit, bah, voilà, la mesure de l'effort, c'est le RPE. On va chercher à mesurer les zones qui sont corrélées au RPE. Donc, il y a 3 zones principales dans le cerveau qui sont liées à ça. Donc, la première, c'est l'insula, le cortex préfrontal et le cortex singulaire, Ontario AAC, ACC. Et on n'a pas forcément de preuve qu'on va pouvoir mesurer, si tu veux, ce RPE, parce que c'est bien plus compliqué que ça. Je te fais la version simplifiée, mais globalement, tu as aussi des productions d'hormones dans le cerveau. Tu as aussi des facteurs psychologiques comme la connaissance de l'arrêt de l'effort qui, par exemple, si tu sais que la course finit dans 3 km ou elle finit dans 20 km, tu ne vas pas forcément percevoir la difficulté de la même façon. Tes expériences précédentes qui fait que normalement, quand tu es un athlète de haut niveau, tu as des expériences un peu plus euh, pas plus poussé, mais tu as des expériences précédentes qui te permettent de dire, bon, bah, je l'ai déjà fait dans le passé, donc je vais pouvoir en fait soutenir ce genre d'effort. Et donc pas mal de choses qu'on essaiera aussi de voir sur est-ce qu'il y a une différence entre la perception d'effort, donc la RPE mesurée par le signal Borg, et l'activation cérébrale. Donc, est-ce que, par exemple, à haut niveau, on va percevoir un effort plus bas, mais avec une activation maximale? Et à plus bas niveau, bah, en fait, cette perception de RPE va être plus vite atteinte, ce qui va faire que l'athlète va se désengager. Pas mal de choses qu'on ne sait pas. Et je pense que je me rends compte qu'en faisant une thèse, au départ, tu te dis, bon, bah, j'ai cette question, je vais y répondre. Mais au final, tu as cette question. Puis après, tu en as 15 000 qui arrivent. Et tu te dis, bon, bah, peut-être que je vais répondre à aucune, mais j'en saurai peut-être un peu plus dans 3 ans. Donc, Ouais, c'est le principe. Au fur et à mesure, à la sortie des études, tu as l'impression de tout savoir. Et plus tu avances dans un projet et que tu te renseignes et que tu te documentes sur des thématiques, ben, en fait, tu t'aperçois que tu sais fondamentalement rien et tu en apprends tous les jours. Donc, c'est génial. ouais, exact.
Quels sont les livres qui t'ont marqué sur ces dernières années? Alors, j'ai un livre qui m'a marqué dans le sens où il écrit un peu mon histoire depuis que je suis étudiante, qui s'appelle Endure, écrit par Alex Hutchinson. Désolée pour le massacre du nom. C'est un livre qui parle un petit peu justement des limites physiques et mentales de la performance, qui m'a conduit aujourd'hui à créer mon équipe. C'est-à-dire que j'avais contacté l'auteur quand j'étais aux États-Unis, j'avais lu ce livre-là, en lui disant super intéressant, il parlait de tous ces systèmes un petit peu de fatigue mentale, de perception d'effort. Est-ce que je pourrais avoir le contact des gens qui sont interviewés dans le livre? Donc, il m'a donné le nom de Walter Sayano, qui aujourd'hui est un de mes superviseurs de thèse, qui a participé à la construction du projet Endure. On en parlait tout à l'heure. Non, Endless, pardon. Le Endless Project qu'on a fait avec Sport Testing, il m'a aidé à construire ce projet. Et il y a un autre laboratoire qui est mentionné dans ce livre-là, qui est au final le laboratoire dans lequel je travaille aujourd'hui. Et donc, je le trouve à la fois génial par le contenu qu'il propose et à la fois par les ressources qu'il m'a permis de contacter après par la suite, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là et je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas là sans ce livre. Donc, c'est un beau livre, un bon livre scientifique où il y a plein de références et un beau livre par les personnes qui ont été interviewées aussi dedans. Ouais, c'est une super histoire qui, au final, t'a permis de te construire. C'est top. Et c'est un livre qui a été traduit aussi. Il me semble qu'il a été traduit en français aux éditions Enfoiré, je crois. C'est possible, ouais. Je pense que, en tout cas, s'il ne l'a pas été, il devrait l'être parce qu'il y a vraiment plein de références hyper intéressantes. Je sais pas si tu l'as... Non, tu l'as peut-être pas... J'ai commencé, je l'ai pas encore fini. Mais Ouais. c'est un livre qui est passionnant et riche d'informations. Riche Il d'informations. est très dense. C'est vrai que moi, j'ai dû le lire plusieurs fois avant de... Et je pense que je vais devoir le relire encore une fois. C'est la troisième fois. Il y a tellement d'informations que je l'ai surligné dans tous les sens. Et du coup, ça ressemble plus à grand-chose. Mais ouais, faut s'accrocher pour le lire. Je parlais, comme je te disais tout à l'heure, avec mon précédent invité, d'un autre livre qui est en train de me marquer. Je ne l'ai pas encore fini, mais franchement, c'est une C'est claque. quel livre? C'est Le Gène du sport, Sport Gene. Je ne sais pas si l'as déjà lu. En tout cas, je le conseille à tous les gens que je croise et c'est vraiment génial parce que tu en apprends sur le ben, comment les athlètes se définissent en tant qu'athlètes, comment les qualités de l'être humain en fait se développent, comment les records sont battus au fur et à mesure. Donc c'est pas un livre scientifique à proprement parler, mais par contre on parle aussi dans certains chapitres d'anatomie, de physiologie, etc. Donc c'est vraiment top. Franchement, Ok, bah non, je crois pas en avoir entendu parler, mais je te c'est le ajouté à conseille. ma liste. Qu'est-ce que tu fais en dehors des, de tes études là, dans la thèse quand t'es en Australie maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait, Mélissa, quand elle a un temps libre? C'est une bonne question, ça. En fait, je pense que le vice, c'est que j'ai commencé à travailler dans l'entrepreneuriat quand on avait le Covid. Donc, du coup, la seule chose à faire à ce moment-là, c'est de travailler. Et j'ai eu un peu de mal à sortir de ce cercle-là et d'avoir autre chose à faire en dehors de ça. Maintenant que je suis en Australie, bah, j'ai pas beaucoup de contact avec la France. Là, je pense que tu dois être une des quatrièmes personnes avec qui j'arrive à discuter parce que c'est assez compliqué à se caler, comme tu as pu voir. J'aime courir, donc ça veut dire que ce qui me passionne, c'est vraiment pouvoir aller me lancer ou m'embarquer dans des projets un peu de longue distance qui n'ont pas forcément de sens, mais qui me permettent de me mettre dans des états un peu psychologiques où j'arrive à réfléchir sur quel est le sens de ce que je fais, encore relié un peu à mon travail, mais le sens que je fais. Parce qu'au final, quand ton travail te passionne, je pense qu'il devient ta vie et que tu n'arrives plus trop à avoir de limites sur où est-ce qu'est ma vie perso, où est-ce qu'est mon travail, puisque les deux s'entremêlent un peu tout le temps. Sinon, je lis beaucoup sur des sujets qui sont pas forcément liés au sport, mais plus sur tout ce qui est
psychologie de l'humain, donc c'est un peu lié aussi un peu à ce que je fais. Mais ouais, globalement, j'aime bien profiter des sentiers dehors. Et c'est pour ça que je suis aussi hyper contente d'avoir une marque qui nous suit sur ce projet, parce que du coup, je vais être sûrement embarquée dans pas mal de projets ou à pouvoir suivre des potes qui sont sur des courses en trail. Et donc pouvoir voir ma famille un peu plus souvent parce que c'est vrai que la distance Australie et France, elle n'est pas négligeable. Ouais. Et c'est quoi ton futur challenge? Du coup, tu parlais de longue distance, tu te lances dans quoi? Donc avec mon père, on avait eu ce projet qu'on a fait en 2021 de rallier du coup Valence à la mer. On avait fait ça en courant. Donc ça nous avait pris à peu près une semaine pour faire les 240 kilomètres. Et là, j'ai cru comprendre qu'il y a un sentier autour de Canberra, donc là où j'habite en Australie, qui fait vraiment le tour de la ville et qui fait 150 kilomètres. Donc je me dis, si d'ici la fin de la thèse, j'arrive à boucler la boucle en peut-être un week-end ou 4 jours, ça pourrait être sympa. Et il va falloir que je me remette à m'entraîner parce que je suis un peu thèse dans ma tête. Donc, il va falloir que je me remette à m'entraîner sérieusement si je veux pouvoir faire un 160 miles, 160 km. Ok, top. Voilà. J'ai une dernière question. Moi, je pense que tu vas être quand même un peu influencé hein, par toutes tes réponses, mais si tu devais me conseiller quelqu'un pour une prochaine interview que tu aimerais écouter dans le podcast, est-ce que tu pourrais me donner un métier ou un nom de personne à me conseiller? Quel type de personnes tu interviews en général? J'ai interviewé de manière générale des personnes qui sont en lien plus ou moins direct avec la performance, avec le sport de haut niveau, mais pas que. Tu vois, là, on a parlé de physiologie, de psychologie, aujourd'hui et de cognitif. La dernière fois, je parlais de recrutement d'identification de jeunes talents avec un ancien invité. J'ai parlé avec un collègue aussi, Léo Martini. Tu parlais des États-Unis où les parents jouaient un grand rôle dans le développement et le soutien de leurs enfants. Et lui, il m'avait donné une anecdote où il entraînait des jeunes là-bas Ouais. et où une fois le père d'une joueuse lui a dit, parce qu'il y avait un match qui avait lieu à des centaines de kilomètres, je prends mon jet privé, si tu veux, je t'embarque avec moi. Enfin, on n'imaginerait pas ça en France. Déjà, forcément, les compétitions sont plus rapprochées alors qu'on est sur un territoire quand même plus large. Mais tu vois, donc des thématiques assez vagues qui permettent d'enrichir forcément la connaissance générale et la compréhension de tout ça. Alors, si j'avais quelqu'un justement à te conseiller ou que j'aimerais écouter, qui suit un petit peu ma philosophie et ce que j'essaye de mettre en place avec cette nouvelle approche un peu de la performance sportive, ce serait, euh, je dirais, peut-être notamment si on se focalise sur la jeune génération, Alexandre Viol ou Thomas Janichon du team Sidas Matrix, qui est un team de trail qui s'est développé il y a maintenant 3 ans avec qui on travaillait beaucoup, qui a justement une approche beaucoup plus centrée sur l'athlète, même il faisait appel à nos services en termes de physiologie, sur comment le sponsor va pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut autour de la tête pour qu'il soit heureux et qu'il performe sur le long terme et non pas sur une vision de aujourd'hui, Nike, il va sponsoriser un tel athlète. Si jamais il ne performe pas, il va avoir des malus. Tu vois, très loin de cette vision-là, mais plus sur comment on fait progresser l'athlète en tant qu'humain avant tout. Et c'est des personnes qui m'ont toujours euh, porté, on va dire, dans mon cœur jusqu'à cette aventure australienne et que j'aimerais beaucoup voir parler de leur vision de la performance et de comment ils utilisent notamment tout ce qui est data dans leur vision. Ok, bon, bah c'est noté. Et il y a un nom aussi que je me suis noté dans mes potentiels invités. Alors, j'ai pas forcément de Ouais. lien, sauf peut-être avec toi qui pourra m'orienter. Je sais que c'est un athlète que tu as pris dans ta liste avec Jonas dans Endless Project. C'est Guillaume Delustrac qui a fait son marathon en course arrière.
Je trouve ça génial. J'aimerais bien l'écouter pour savoir comment il s'est préparé voilà, sur ce challenge un peu fou et discuter de sa vision. Ce serait sympa. Ouais. Bah, si on veut parler d'athlètes un petit peu tarés, donc il y a Duncan Peria aussi qui faisait partie de ce Endless Project qui avait tué justement le dernier survivant, qui est champion de France de marathon et qui ce week-end s'est dit bon bah et si je faisais un ultra trail de 125 km et donc il a gagné l'ultra trail de 125 km à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, on avait des beaux spécimens qui faisaient partie de ce projet. Donc, ouais, il y a Guillaume Delustrac, je ne sais pas comment c'est possible, mais qui a fait un marathon à l'envers, d'un Campéria. Et ouais. Donc, pas de souci pour faire passer quelques noms d'athlètes un peu tordus. Ça changera un petit peu de thématique et ça fera du bien, mais d'écouter des athlètes qui sont quand même hors normes au final, parce que même si ça prête à sourire et ça, voilà, c'est marrant de se dire que des gens font ce genre de projet, mais euh, quand tu réfléchis ne serait-ce qu'un peu à la performance, tu te dis, enfin, moi j'ai fait le marathon de Paris il y a quelques mois. Quand j'ai vu le temps qu'il avait fait en marche arrière, je me suis dit, ah ouais. On n'est pas dans le même monde. Ah, Ça reste top athlète. Merci Mélissa pour le temps que tu m'as accordé. ah, ça, c'est clair. Je pense que j'aurais pu si j'étais. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir et hâte de suivre la suite de tes aventures. J'ai vu que tu avais sorti ton livre l'année dernière. J'ai pas eu la chance de le lire, mais en tout cas, plein de beaux projets et je suis ravie de voir que le podcast suit également ce flux de beaux projets que tu lances. Donc, Ouais, top. j'essaye de le faire voilà, sur le temps libre et d'inviter des gens passionnants qui nous parlent de projets. Tout à l'heure, tu parlais ça me permet de faire un petit teasing. J'ai prévu d'en enregistrer un à la fin du mois avec une endocrinologue. Donc, on va pouvoir parler du rôle qu'ont les hormones au cours de l'effort et je pense que ça sera passionnant aussi. Ah ouais, ça m'intéresse du coup. On verra ça. Bon, merci. Il n'y a pas de quoi.